Je voudrais donc d'abord, au préalable, remercier évidemment David Mulman et Frédéric Ménager qui ont bien voulu accepter de venir ici. Évidemment, le Centre MEDEM qui nous accueille toujours aussi chaleureusement. En fait, moi, j'avais mis aussi dans le programme un texte de George Steiner, qui est un professeur de littérature à Cambridge, qui a écrivé dans la revue Esprit. Je vais vous lire juste un petit texte, ceux qui l'ont pas lu dans le programme. Ce qu'il disait, moi je l'avais entendu en entretien radiophonique. J'appartiens à un petit peuple où nous nous considérons comme les invités de la vie, où nous devons être les invités de la terre. Et les invités essayent toujours de laisser la maison un peu plus propre, plus intéressante et plus riche qu'ils ne l'ont trouvée. C'est ainsi que je comprends le devoir du juif, enseigner aux hommes et aux femmes à être les invités les uns des autres. Et il continue après, mais apprendre à être les invités des uns des autres, c'est aussi comprendre que la vérité est toujours en exil, qu'elle est toujours en transit, en marche. Il est merveilleux d'avoir des jambes. Les racines, c'est bon pour les arbres, et j'adore les arbres, mais je préfère les jambes, et de loin. C'est un grand progrès. Voilà, donc quand on m'a proposé le livre de David Mulman autour justement de ces questions, j'ai vraiment sauté sur l'occasion pour proposer une conférence. D'autant que David, et je cite, écrit dans sa conclusion, « Qui se souvient du Bund, de son socialisme juif et de la défense nationale culturelle des juifs à l'opposé de toute conquête territoriale ?» Alors je peux dire avec quand même une once de fierté que nous, ici, au Centre MEDEM, on s'en souvient même très bien. Voilà, dans l'organisation de la soirée, donc on a décidé d'innover un petit peu, ça sera une petite innovation, où on va commencer par une partie historique, où justement il va David Mulman donc, va présenter une partie de son livre sur les expériences territoriales juives, qui vont être discutées par Frédéric Ménager, donc, que je vais présenter dans quelques minutes. Et tout de suite après, il y aura une première discussion avec le public. Donc on essaiera de la faire quand même brève et sérieuse, pour après aborder l'autre partie du livre, qui est une partie beaucoup plus politique du livre, qui s'intéresse à aujourd'hui, pas juste à l'histoire, mais qu'est-ce qu'on peut en penser sur aujourd'hui. Voilà, et donc, une deuxième discussion avec le public. Je passe donc d'abord la parole à David Mulman, qui est donc, lui, sociologue et psychanalyste. Bien, bonsoir et merci au Centre MEDEM pour son invitation. J'ai grand plaisir à être ici ce soir parmi vous. Alors, peut-être avant de commencer la partie historique, peut-être que ça vaut la peine de prendre 5 ou 10 minutes pour expliquer quel est l'objet du livre et la raison pour laquelle je l'ai écrit. L'objet de ce livre, c'est de restituer les expériences de territorialisation des Juifs au XXe siècle avant Israël. Il y a eu 3 expériences de territorialisation des Juifs. Ça a été la Crimée dans les années 20, le Birobidjan à partir de 1928, et un projet à la fois parallèle et concurrent qui était le projet de faire venir des Juifs en Argentine, projet impulsé par le baron de Hirsch. Dans les 3 cas, il s'agit de processus de regroupement, de sédentarisation des Juifs sur une terre donnée, sans projet d'indépendance politique, sans projet d'État juif autonome. Et de ce point de vue-là, malgré l'hétérogénéité des contextes, les contextes ne sont pas comparables, il y a tout de même une unité, au sens où il s'agit de créer un ensemble juif, largement agricole dans les 3 cas, une sorte d'unité administrative, mais qui ne revendiquait pas à l'époque l'idée d'indépendance politique juive. Et c'est en ce sens, et c'est là où effectivement il y a une portée, un regard qui est porté sur la situation aujourd'hui, même si mon livre ne concerne pas Israël, je ne parle pas d'Israël, mais de fait, travailler ces expériences passées, eh bien, ça questionne, ça fait réfléchir, je pense, sur la situation d'Israël. Ces 3 expériences font contraste avec l'expérience du sionisme, puisque le sionisme a cette ambition non seulement de regrouper les Juifs sur une terre donnée, mais de doter les Juifs d'un État qui serait à eux. Alors là aussi, ce que je montre dans le livre, c'est que ce devenir du sionisme n'a pas été le sionisme du début. Quand on regarde l'histoire du mouvement sioniste, le mouvement est beaucoup plus composite, beaucoup plus hétérogène et beaucoup plus complexe que ce qu'il est devenu aujourd'hui, et en tout cas de la relecture que l'on fait aujourd'hui du mouvement sioniste. Je rappelle notamment que, d'un certain point de vue, Herzl était beaucoup plus territorialiste que sioniste. Herzl était
un humaniste pragmatique qui voulait sauver les Juifs et qui voulait les doter d'une terre de refuge, et je dirais de n'importe quelle terre. On pourra revenir dans le débat sur la fameuse question ougandaise, lorsque Herzl, lors de ses tractations diplomatiques avec le gouvernement anglais, demande une terre et que cette terre lui est offerte, et cette terre s'appelle l'Ouganda. En réalité, il s'agissait du Kenya, pour point de vue géographique, mais c'est resté sous le nom du projet ougandais. Et donc, Herzl est fervent partisan, avec son fidèle lieutenant qui s'appelait Israël Zengouil, et c'est uniquement lors d'un débat très violent à l'intérieur du mouvement sioniste que la fraction russe décide de s'opposer à ce projet-là et que le projet ougandais est refusé. Donc voilà, il y a cette perspective-là, historique, que je traite dans ce livre, mais je n'ai pas écrit ce livre uniquement pour des raisons historiques. Il y a des éléments de réflexion théorique, de pensée politique, pour utiliser les grands mots, qui portent sur la question de l'exil. Aujourd'hui, notamment avec la construction de l'État d'Israël, l'idée d'une corrélation, je dirais, fatale entre le peuple juif, une terre, en l'occurrence Eretz Israël, la terre d'Israël, et un État, semble une évidence. C'est quelque chose qui s'est constitué comme tel. Or, la perspective historique montre qu'évidemment, il n'a pas toujours été ainsi, et que même du point de vue des Juifs philanthropes du XIXe siècle, ceux-ci étaient largement territorialistes, c'est-à-dire qu'ils visaient à installer les Juifs sur une terre quelconque, et pas forcément Eretz Israël, et comme je l'ai rappelé, la question de l'indépendance politique juive ne se posait pas, en tout cas, de manière aussi aiguë. Et donc ce qui m'intéresse, c'est cette valeur interne à la fois au mouvement juif du XIXe siècle et à une certaine pensée juive que le judaïsme propose sur l'exil. C'est-à-dire qu'il y a une valeur intrinsèque à l'exil, il y a une pensée spécifique du peuple juif comme ayant une identité propre, ce qui ne signifie pas la conquête d'une terre. Il y a une valorisation à l'intérieur du judaïsme de cette question d'une appartenance nationale qui ne s'ancrerait pas forcément dans une terre. Et donc c'est ce point-là sur la question de la galoute, comme on dit dans les textes, qui m'a intéressé. Voilà en quelques mots le propos du livre. Alors je ne vais évidemment pas vous présenter les 3 expériences parce qu'il faudrait plusieurs jours, mais j'aimerais simplement pointer quelques éléments de coordonnées historiques sur un des 3 projets qui est assez peu connu, qui est le cas de la Crimée. On ne sait pas, ou on sait très peu, que lors de la révolution bolchevique, il y a eu un projet qui s'est réalisé concrètement et qui, d'un certain point de vue, a été un vrai succès, d'un point de vue à la fois économique, technologique et du point de vue de la vie juive autonome, d'installation des Juifs en Crimée. Généralement, on parle du Birobidjan. Le Birobidjan a émergé en 1928, mais on ne sait pas que le Birobidjan s'est installé comme substitut au projet criméen. C'est uniquement lorsque Staline, pour des raisons que je pourrais expliciter, a voulu remplacer le projet de Crimée, donc cette péninsule au sud de l'Ukraine, par le projet du Birobidjan, bien que le Birobidjan est devenu ce qu'il était, c'est-à-dire non pas, comme on le chante aujourd'hui, avec une certaine nostalgie, un paradis de la Yiddishkeit, mais un univers de terreur massif de l'État stalinien contre les Juifs. Donc, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qui s'est passé en Crimée ? On a découvert effectivement très récemment, c'est-à-dire au moment de l'ouverture des archives soviétiques dans les années 90, certains chercheurs américains ont travaillé cette question et on a redécouvert le projet criméen. À ma connaissance, il n'y a pas de livre sur le projet criméen qui a pourtant mobilisé des centaines de milliers de Juifs et qui les ont rassemblés concrètement dans des colonies agricoles juives en Crimée. Il y a quelques livres nord-américains et un des objets de ce livre, c'était également simplement de raconter, de décrire de manière la plus précise l'histoire de ce projet passionnant qui était le projet criméen. Alors, sans rentrer dans le détail, puisque l'enjeu c'est quand même d'avoir une interaction avec vous et qu'il y ait des débats sur les enjeux contemporains, quelques éléments tout de même historiques qui peuvent nourrir la question. Revenons donc au contexte de la révolution russe. Comme vous le savez, le renversement du capitalisme en Russie en 1917 n'a pas mis fin au caractère disparate sur le plan national de cette vaste contrée géographique
qu'était la Russie, ni mis fin aux revendications nationales particulières des différentes nationalités. Mais pour le pouvoir soviétique, les Juifs représentaient un problème spécifique parce qu'ils n'avaient pas de patrie, ils n'avaient pas de sol. Or, l'enjeu était de modifier la condition sociale du Juif, de faire que les Juifs n'étaient plus seulement ce peuple d'artisans, de commerçants ou de Luftmenschen, comme on disait à l'époque, c'est les hommes miséreux, mais d'en faire, je dirais, des travailleurs comme les autres, d'en faire des prolétaires comme les autres. Et donc l'idée, c'était, pour transformer la condition sociale juive, il faut déjà les sédentariser, il faut les installer sur une terre pour pouvoir opérer la transformation sociale. Alors, sur la question nationale dans le mouvement marxiste russe, les marxistes, les bolcheviks, comme vous le savez, avaient deux ennemis. Il y avait d'un côté la gauche radicale, internationaliste, incarnée notamment par Rosa Luxembourg. J'ai écrit un livre sur Rosa Luxembourg. Et elle rayonnait, c'était donc une juive marxiste allemande, mais d'origine polonaise, et qui rayonnait largement au-delà du cadre allemand. Et donc, Rosa Luxembourg était radicalement internationaliste au sens où elle ne voulait pas doter les Juifs d'une spécificité quelconque. Elle niait l'importance de doter les Juifs d'une spécificité nationale. Et par contraste, il y avait la position du Bund, position nationale culturelle, qui, elle, voulait reconnaître une spécificité aux Juifs sans les doter pour autant d'un État. C'est ça, donc, l'état du champ marxiste russe. Et par rapport à ces deux oppositions, les bolcheviks avaient une position originale qui était précisément celle de la territorialisation. Comme vous le savez, Lénine avait un mot d'ordre qui était le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il s'agissait que les Juifs, comme les autres peuples, aient droit à une terre et à une structure administrative autonome. On ne sait plus trop ça aujourd'hui, puisque aujourd'hui, l'anticommunisme est à la mode chez les Juifs, mais il faut se souvenir du philosémitisme de Lénine, ce que représentait à l'époque l'armée rouge face à la contre-révolution blanche, face donc à ces armées contre-révolutionnaires qui massacraient les Juifs, qui étaient pogromistes. Je rappelle notamment dans le livre que sur les étendards des armées blanches, donc des armées contre-révolutionnaires, il était écrit « Tue le Juif, sauve la Russie ». C'était ça qui était marqué sur les étendards des armées blanches. Donc le pouvoir bolchevique et l'armée rouge étaient véritablement une arche de Noé pour les Juifs, et c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas au début de la révolution bolchevique, la plupart des Juifs ont joint le mouvement. Donc je passe sur ces éléments-là, vous les connaissez bien, la fameuse section juive du Parti communiste, la Yevzetskaya, qui a été créée précisément pour développer la vie prolétaire juive, mais à cette époque, il n'y avait toujours pas de terre assignée pour les Juifs. Et c'est à partir de 1925-1926 que le pouvoir bolchevique a doté les Juifs de la Crimée. Alors la Crimée, c'est une vieille histoire pour les Juifs. Il existait des Juifs en Crimée depuis le XVIe siècle. Mais il y avait également un peuple, qui était le peuple tatar, qui vivait de longue date en Crimée. Il y avait des oppositions fréquentes, et le pouvoir bolchevique a choisi le camp des Juifs et a fait en sorte que ce soit les Juifs qui puissent être installés en Crimée. Alors l'un des points les plus passionnants de cette histoire, c'est que le projet donc d'installation agricole des Juifs en Crimée s'est faite avec la collaboration active des philanthropes juifs américains. C'est-à-dire qu'il faut imaginer le contexte, c'est-à-dire dans les années 20, au moment du pouvoir bolchevique conquérant, au moment du communisme conquérant, on voit des philanthropes américains envoyer des agronomes, envoyer des tracteurs, envoyer des semences et aider concrètement le pouvoir bolchevique pour réaliser l'installation des Juifs en Crimée. C'est notamment le fameux Joint, la grande association américaine, philanthrope, territorialiste qui s'occupe de cela, et crée une structure autonome qui s'appelle l'Agro-Joint en 1924 pour aider le pouvoir bolchevique. Alors, c'est un point intéressant et qui dépasse largement le cadre juif, puisque on voit là un point de coopération internationale entre des capitalistes juifs américains et le pouvoir bolchevique qui est tout à fait passionnant, même du point de vue de l'histoire russe, au-delà de son contexte juif. Je rappelle également des éléments biographiques intéressants, me semble-t-il, dans le livre, et notamment qui était le leader
de l'agro-joint et du joint en Russie. C'était un monsieur qui s'appelait James Rosenberg. Enfin, je vais peut-être pas développer parce que c'est pas l'objet, mais en tout cas, il y a des trajectoires biographiques qui sont tout à fait passionnantes pour comprendre pourquoi des juifs américains sont allés comme ça en Crimée aider un pouvoir bolchevique à un moment effectivement d'opposition frontale sur le plan idéologique entre les États-Unis et la Russie. Je dirais enfin que la Crimée, indéniablement, a été un succès. Ça a été un succès sur le plan technologique, sur le plan économique. Pourquoi ? Parce que l'agro-joint a regroupé les lopins de terre. Historiquement, les terres agricoles russes étaient des terres en lopins, très individualisées, très sous-productives. Et le travail de rationalisation des terres opéré par Rosenberg et son adjoint James Rosen a fait qu'ils ont créé une sorte de ce que j'appelle un collectivisme capitaliste, c'est-à-dire qu'ils ont regroupé des lopins de terre en injectant les technologies et les modes de management les plus en pointe à l'époque. Et donc il y a eu véritablement un succès dans les années 20 de l'installation des Juifs en Crimée, si bien que même dans les textes de la propagande léniniste puis stalinienne, on vante les mérites de la colonisation agricole. On trouve dans des textes de Mayakovsky, eh bien, par exemple, des poésies qui vantent le succès de la colonisation agricole juive. Et c'est ce point de réussite qui fait que même au pire moment de la terreur stalinienne dans les années 30, eh bien, les Juifs des colonies agricoles criméennes sont relativement protégés de la terreur stalinienne qui frappe les autres communautés juives dans les espaces traditionnels de la sociabilité juive en Union soviétique, c'est-à-dire les villes de l'Ouest. On voit même en 1936, vous connaissez 1936, les blouses blanches, la terreur stalinienne, etc. Eh bien, dans certaines colonies agricoles criméennes, on voit les Juifs respecter Shabbat, on voit des célébrations, circoncision, mariage, on voit donc une véritable vie culturelle et religieuse juive. La raison étant que la réussite économique fait que l'agro-joint, donc la structure qui gère les colonies agricoles juives, eh bien, forme une sorte de tampon protecteur entre le totalitarisme d'État et la réalité locale. Il y a véritablement un rôle qui est celui de l'agro-joint dans une certaine défense des Juifs. Voilà. Et ensuite, il y a, pour terminer cette histoire et terminer cette introduction un peu longue, il y a finalement deux raisons à l'échec. Il y en a plusieurs, mais le projet criméen, qui se termine en 1941 avec l'extermination nazie, c'est-à-dire la vraie raison pour laquelle le projet criméen n'a pas fonctionné, c'est parce qu'en 1941, il y a l'invasion nazie et que les colonies agricoles juives sont détruites comme l'ensemble de la Yiddishkeit. Bon. Mais avant, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est Staline décide d'opérer sa politique du socialisme dans un seul pays. C'est-à-dire qu'il décide de recentrer les efforts sur la construction de l'État soviétique et donc de se couper de l'environnement international. Or, comme je l'ai expliqué, les colonies agricoles criméennes fonctionnent sous perfusion du capitalisme américain juif. Et donc, quelque part, il y a un étouffement. La deuxième raison, c'est que Staline décide de lancer le projet du Birobidjan, précisément. Et le projet du Birobidjan va fonctionner comme une sorte de pompe à aspiration des colonies agricoles juives. Très rapidement, et je terminerai là-dessus, pourquoi le projet du Birobidjan est lancé ? Pas du tout en raison de quelconque besoin de la communauté juive, mais pour une pure raison stratégique. C'est qu'il y avait à l'époque l'expansionnisme japonais, donc le Japon devenait très puissant, il y avait ce phénomène de militarisme, et on a vu au début des années 1930 l'expansionnisme japonais venir sur le terre de Mandchourie, donc en Chine, c'est-à-dire au bord du fleuve Amour, c'est-à-dire au bord de la rive pacifique de l'Union soviétique. Or, ces terres étaient totalement inhabitées, et donc poreuses, et c'est pour ça que Staline a décidé d'exporter les Juifs là-bas pour simplement former un tampon vis-à-vis de l'expansionnisme japonais. Voilà la raison essentielle au projet birobidjanais. Voilà en quelques mots, quelques éléments d'histoire que je voulais partager avec vous avant de lancer une discussion.
Merci David. Je passerai donc la parole à Frédéric Ménager qui a souhaité se présenter en tant que doctorant en philosophie politique, même s'il a de nombreuses autres casquettes, qui va pouvoir justement alimenter la discussion lourde tâche. Bonsoir à tous. Mon but sera avant tout d'engager la discussion sur les questions historiques dans un premier temps, puis ensuite de vous donner la parole et ensuite je crois que nous aurons, puisque ce livre n'est pas qu'un livre d'histoire, c'est aussi un livre de théorie politique et en particulier je pense que le livre pose des questions tout à fait essentielles sur l'avenir, le passé, le rapport des Juifs au territoire et donc mérite que nous engagions un débat, je pense tous ensemble sur ces questions qui nous intéressent au plus haut point évidemment. Donc j'ai eu l'occasion, j'explique peut-être simplement 2 secondes pour les raisons pour lesquelles je suis ici, j'ai eu l'occasion effectivement de faire une recension de cet ouvrage et nous avions engagé un dialogue assez fécond avec David sur ces questions donc, que nous poursuivons ici ce soir. Ma première question, c'est effectivement une question qui est liée aux différents contextes historiques qui sont mis en œuvre, qui sont expliqués ici. Il y en a 3, et d'ailleurs ils sont pas du tout présentés. Je crois que c'est une volonté effectivement qui montre bien que c'est au-delà d'un livre d'histoire. Ils ne sont pas présentés de façon chronologique, donc ça c'est quand même un point extrêmement important. Et je renverrai à ceux qui vont lire ce livre à cet élément. Je voudrais m'arrêter 2 minutes sur le projet du Birobidjan qui a été effectivement souvent présenté comme un projet assez romantique. En particulier, il y a eu des livres consacrés par certains auteurs, on ne citera pas, mais qui présentent une vision totalement idyllique et nostalgique de ce projet. Et donc vous montrez, alors de ce point de vue, de façon très intéressante, que l'orientation, les causes et les raisons pour lesquelles ce projet a été décidé sont tout à fait différentes. Moi, ce qui m'a également beaucoup intéressé, parce que vous en parlez, vous citez en particulier un auteur, Israël Shemot, qui fait vraiment un récit de la fin du Birobidjan. C'est aussi dire, peut-être expliquer à toutes les personnes qui sont ici, que cette histoire finit très mal également. Tu fais plusieurs questions. On peut engager le dialogue. Voilà. Non, très rapidement sur le Birobidjan, oui, c'est un projet comme je l'ai dit en introduction, qui est un projet artificiel, c'est-à-dire construit de toutes pièces pour des raisons stratégiques, sans tenir. C'est une instrumentalisation du nationalisme juif en quelque sorte. Et donc, effectivement, c'est un projet qui émerge en 1928. En 1928 est créé le Birobidjan. Et dans les années 30, notamment 1936-39, le Birobidjan va vraiment être un condensé de la terreur d'État. C'est-à-dire qu'on voit des déportations massives de juifs. On peut s'appesantir sur la raison pour laquelle c'est un véritable condensé de terreur d'État. C'est que Staline énonce plusieurs raisons pour lesquelles il faut instaurer la terreur, et notamment il y a toutes ces questions liées à l'espionnage, les questions liées à l'appartenance de certaines personnes à d'autres organisations contre-révolutionnaires, traîtres, etc. Bref, une sorte de paranoïa du régime. Or, et en plus, on sait que Staline était antisémite. Toutes les biographies de Staline soulignent l'antisémitisme de Staline. Je rappelle que quand il était jeune bolchevique, donc opposé aux mencheviks, pour en finir avec les mencheviks, il proposait d'organiser un pogrom à l'intérieur du parti marxiste russe, et il qualifiait les mencheviks de youpins circoncis. Donc Staline était antisémite. Donc au Birobidjan, non seulement il y avait des juifs, 2, c'était un territoire éloigné, donc peu contrôlable, 3, c'était un territoire qui était aux frontières de pays non communistes, enfin Mandchourie, Japon, Corée. Et en plus, beaucoup de juifs du Birobidjan venaient d'autres organisations que le pouvoir bolchevique, puisque la judéité soviétique était largement menchevique, il y avait des gens du Bund, etc. Donc l'ensemble de la paranoïa du régime totalitaire s'est porté de manière spécifique sur la répression des juifs. Un point, et après je m'interromps, mais tout de même il y a un point qui est complexe, c'est la question de la langue. C'est-à-dire que aujourd'hui, rétrospectivement, on a tendance à considérer que le yiddish est la langue naturelle des juifs de l'Est, ce qui est évidemment le cas, mais ce qui n'est pas seulement le cas. C'est-à-dire que on voit dans le cas du Birobidjan que la politique de yiddishisation forcée a été impulsée par le régime. Il s'agissait de créer une langue nationale juive,
une langue spécifique pour le yiddish. Et donc dans les écoles, dans toutes les bureaux administratifs et dans l'éducation, on était forcé de parler yiddish. Les juifs ont été coupés des ponts, non seulement vers l'hébreu, mais aussi vers la culture russe. Donc il y a eu une yiddishisation forcée dans le cadre du Birobidjan, et c'est un point qui est intéressant à souligner à l'heure où aujourd'hui on ne lit le yiddish que dans une logique de nostalgie, alors qu'il s'agit également d'une construction de l'État stalinien. On va faire un tout petit arrêt sur la dernière expérience, qui est l'expérience argentine. Alors qui paradoxalement, vous la traitez en dernier, alors que c'est finalement la première en termes chronologiques et qu'elle est un peu à part. Et finalement, vous êtes dans une optique qui est assez critique, puisque finalement... alors d'abord, le personnage du baron de Hirsch, personnage sur lequel vous arrêtez assez peu, finalement, en tant que tel, mais vous arrêtez beaucoup sur le mode de fonctionnement, la démarche qui a été mise en place en Argentine, et au fond, il y a une critique, finalement, de l'idée philanthropique, de l'idée... ce qui m'apparaît, en tout cas, que l'idée selon laquelle, finalement... par de leurs propres moyens, les Juifs auraient pu acquérir de manière, par acquisition privée, par la propriété, auraient pu finalement se sauver et rentrer dans un mode de production classique. Bon, là j'ai l'impression que ça va un peu au-delà du cas, c'est plus une critique de la méthode au-delà du cas argentin. Alors en fait, pour rappeler qu'est-ce que c'est que cette histoire argentine ? Finalement, tout commence avec l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire qu'au moment de l'affaire Dreyfus, eh bien, les intellectuels juifs et les grands philanthropes juifs se rendent compte que la question de l'assimilation des juifs, même dans des démocraties occidentales, n'a rien d'évident. Donc il y a un certain pessimisme. À partir de là, il y a deux types de projets. Soit le projet, disons, territorialiste, qui est d'améliorer la vie juive là où elle se trouve, typiquement le cas criméen. Deuxième type de projet, impulsé par le baron de Hirsch, c'est d'exporter les juifs dans d'autres territoires, les faire sortir d'Europe. Et le projet du baron de Hirsch, qui était un grand philanthrope, un très grand financier juif d'origine bavaroise, eh bien, c'est d'acheter des terres à l'Argentine pour y peupler des juifs. Et donc non, je ne suis pas critique sur l'intention est louable, et c'est quelqu'un qui a fait en sorte que des dizaines, voire des dizaines, la comptabilité est complexe, a fait sortir des juifs hors d'Europe, les a installés sur des terres argentines à une époque terrifiante pour les juifs. Je rappelle donc ces tournants du 19e, 20e siècle. Tout le monde connaît le pogrom de Kishinev, les massacres, et il s'agissait vraiment de faire sortir les juifs hors d'Europe. Donc un point peut-être, donc le projet a échoué, c'est-à-dire que grosso modo, il a échoué relativement, c'est-à-dire que les juifs ont été installés dans des colonies agricoles juives en Argentine, qu'on peut d'ailleurs visiter. Moi je suis allé en Argentine, il y a des circuits pour visiter les colonies agricoles juives, c'est tout à fait passionnant, mais à un certain moment effectivement les juifs ont voulu ne plus rester fermiers et acquérir d'autres qualifications urbaines et industrielles, et donc il y a eu un phénomène d'exode rural. Mais ça a été quand même un succès, parce que si aujourd'hui la communauté argentine est ce qu'elle est, c'est-à-dire une communauté nombreuse, c'est notamment en raison du baron de Hirsch. Mais comme le disait un des colons juifs, nous avons semé des graines, nous avons récolté des docteurs. C'est-à-dire que, on voulait fabriquer des fermiers, mais certains juifs, en tout cas certains descendants de colons, ont voulu devenir autre chose. Peut-être un dernier point sur l'Argentine qui me semble intéressant, parce que c'est un point de complication, en tout cas un point qui donne réflexion. Pourquoi finalement l'Argentine, en tout cas au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe, a voulu accueillir des juifs ? C'est parce qu'il s'agissait de peupler le territoire argentin, mais aussi parce qu'il s'agissait de le civiliser. C'est-à-dire que les autochtones, les Indiens, étaient considérés comme des moins que rien, et il s'agissait de faire venir des Européens pour civiliser, pour donner la civilisation et apporter la civilisation sur les terres argentines. Et donc, de ce point de vue-là, les Juifs européens étaient considérés comme tout à fait salvateurs par rapport aux Indiens, du point de vue du gouvernement. C'est un point intéressant parce qu'on voit bien comment les Juifs en Argentine ont été intégrés au nom du principe d'inégalité des peuples, alors qu'on le sait qu'en Europe, les Juifs ont été intégrés au nom du principe d'égalité. Donc c'est un contraste qui fait réfléchir. Alors, je pense que sur ces expériences, on peut peut-être faire réagir la salle. Je suis un peu beaucoup de gens qui ont lu ou qui veulent en savoir plus sur ces expériences. Monsieur.
beaucoup admiré ce que vous expliquez. Je trouve que c'est très très bien, parce que ça éclaire beaucoup de points qui en général sont obscurs. Obscurs pour les juifs eux-mêmes, obscurs même pour certains bundistes. Ce sont des choses que l'on ne sait pas. Et je voulais aussi ajouter, si vous me permettez, que finalement cette expérience qui a eu lieu à l'est de l'Asie a été un échec total, puisque je crois savoir qu'il y a eu en tout et pour tout peut-être 10, 15 000, 20 000 au grand maximum, et il reste encore un soupçon de judaïsme dans le Birobidjan qui se matérialise, d'ailleurs non pas par la population, puisqu'elle est non juive, mais parce qu'on voit écrit en yiddish sur la gare, n'est-ce pas, Birobidjan, n'est-ce pas, et ça suffit. Il y a ça, et ce qui m'a frappé aussi par vos connaissances, c'est ce que vous dites sur l'Argentine. Effectivement, l'inégalité des peuples, etc., etc. Et ceci est également un point très intéressant. D'autant plus intéressant que nous avons parmi nous quelqu'un pas ici, il n'est pas là, mais enfin, dont les parents habitaient près de Moïseville. Et Moïseville était le petit village qui avait été créé, n'est-ce pas, au nom du fameux parent de Hirsch, qui, entre parenthèses, a gagné énormément d'argent avec le fameux chemin de fer qui était censé, et qui allait, d'ailleurs, si je me souviens bien, de Paris jusqu'à Constantinople, qui n'était pas encore Istanbul. Alors je trouve que ce que vous dites est très intéressant. Voilà. Et enfin, je vous donne mon nom, Minzales, donc ça vous dira peut-être quelque chose sur le monde, pas sur ce que vous développez. Oui, juste peut-être que ton micro ça passera quand même, si je dois te l'avoir. Non. Okay. Merci bien sûr de nous apprendre un petit peu plus sur ces trois expériences. Mais j'aimerais, si vous voulez bien, en dehors de ce que la précision qu'on vient de donner sur la quantification, savoir sur les deux autres expériences, quelle était justement sur le plan quantitatif l'adhésion des gens, et aussi les initiatives. Je sais que l'initiative de Birobidjan était stalinienne, mais que celle de l'Ukraine, vous nous dites plutôt... voilà, mais je voudrais savoir quelle était l'adhésion juive à ça, une participation active ou pas, et de quelle manière. Et donc, je reviens aussi sur la quantité, le nombre de gens qui ont participé. Merci. Oui, merci pour toutes vos remarques et vos commentaires et les questions. Oui, je ne reviens pas effectivement sur le Birobidjan, qui est une sorte de Disneyland de la judéité soviétique. C'est un habillage, mais il n'y a jamais eu beaucoup de juifs. Vous avez raison, c'est 10-15%. Aujourd'hui, il y a peut-être 2% de juifs. Alors, c'est compliqué pour répondre à votre question, monsieur, sur la question quantitative, parce que ça varie beaucoup. C'est-à-dire que j'essaie de répertorier les différentes statistiques, etc., mais on estime que, grosso modo, il y a eu 200 000 juifs en Crimée, une bonne dizaine de milliers au Birobidjan, et ça a été très variable en Argentine, parce qu'il y a eu des moments, effectivement, l'immigration argentine dépendait à la fois de la politique migratoire argentine, qui était très fluctuante, et de ce phénomène à la fois de venue des Juifs et d'exode rural. Donc il y a eu des fluctuations très importantes dans le cas argentin. Pardon ? Au maximum, en Argentine, il y a eu des pics jusqu'à 70 ou 80 000 colons dans les territoires de la Pampa, puisque c'était là où se passait autour de Buenos Aires. Alors l'adhésion juive, elle était forte, c'est-à-dire, bon, là il faut différencier les cas. Moi, ce qui me frappe effectivement avec le recul, c'est l'adhésion juive, même au niveau international, pour le Birobidjan. Il y avait des associations juives américaines en France, etc., de gauche. Il y avait un soutien. Bon, c'était aussi lié à l'histoire des partis communistes, mais il y a des Américains, des Français qui sont allés au Birobidjan, alors que, bon, sans succès. Mais donc il y avait de l'adhésion, mais je pense qu'il n'y avait pas une. Je ne sais pas si on peut parler d'adhésion juive. Je pense c'est quelque chose qui est lié au phénomène du communisme international, le cas du Birobidjan. Dans le cas de la Crimée, effectivement, il y a eu une vraie mobilisation de la communauté juive au sens le plus large. Il est tout à fait intéressant de constater qu'alors la plupart des rabbins étaient opposés au projet de Crimée, sauf l'ancien rabbi de Lubavitch, très curieusement.
qui considérait qui a soutenu activement le pouvoir bolchevique, ça on ne sait pas, sur le projet d'installation en Crimée, parce qu'il faisait l'hypothèse que l'idée de rassembler des juifs dans des colonies agricoles, dans une forme de communauté, eh bien, favoriserait une certaine émulation de la vie juive et un renouveau religieux. Et il ne s'est pas trompé. Qu'effectivement, comme je l'ai expliqué, eh bien, on constatait la pratique de la religion, des phénomènes de vie culturelle dans les colonies agricoles, alors qu'au moment où, en raison du pouvoir stalinien, les juifs des villes étaient terrorisés. Le micro va arriver comme ça. Je voulais vous demander à propos de la Crimée, justement, est-ce que ça s'apparentait à ce qu'on appelait les kolkhozes? Et donc, en fait, c'était un peu l'ancêtre des kibbutz, d'une certaine manière. Tu réponds sur ça? Oui, je réponds. Alors, justement, ce qui était intéressant, c'est que ça ressemblait à des kolkhozes. C'est-à-dire que, pour parler un peu en marxiste, la rationalisation capitaliste faisait que les unités individuelles, les lopins de terre individuels ont été concentrés. Et donc, il y avait une forme de collectivisation des terres impulsée par les méthodes industrielles et par les techniques américaines de management. Et donc, effectivement, il y avait, pour utiliser un peu des termes, il y avait une sorte d'homologie de structure, si vous voulez, entre le kolkhoz tel qu'il était souhaité par le pouvoir bolchevique et ces formes rationalisées d'agriculture sous perfusion américaine. Et donc, c'est pour ça que l'agro-joint n'a pas eu de mal à montrer au pouvoir bolchevique combien à la fois il y avait un succès et en même temps que la forme, le dépassement de l'agriculture individuelle était également un de leurs objectifs. Donc c'était ce que j'appelle, moi, c'est pas un kolkhoz, puisque le kolkhoz c'est vraiment le terme de l'État soviétique, mais c'était un collectivisme capitaliste. C'est aussi intéressant parce qu'on connaissait, là ça dépasse la question juive, on connaissait historiquement, d'un point de vue de l'historiographie, on connaissait la fascination de Lénine et de Trotsky pour le taylorisme, notamment. On savait qu'il y avait des textes effectivement, fascination pour certains modes de management capitaliste, pour le taylorisme et le fordisme, mais jusque-là, on n'avait pas de point d'application. Et à travers ce cas juif, on voit bien combien, effectivement, il y a eu un vrai soutien actif des bolcheviks pour que des capitalistes juifs rationalisent l'agriculture en plein cœur de la construction de l'État soviétique. Donc c'est assez passionnant. Quelques questions. Oui, alors, est-ce que cette disparition donc, de ce taylorisme, de cette vision des choses du point de vue des Juifs, je ne m'explique pas très bien le processus. De la disparition. De la disparition. Oui. On va peut-être regrouper 2-3 questions comme ça. Oui, je vous remercie parce qu'avec l'histoire juive, on en apprend tous les jours. Alors j'aimerais vous demander, parce que c'est toujours un problème du point de vue historique, et vous êtes psychanalyste, on sait comment le refoulement peut fonctionner, mais comment se fait-il que ces deux expériences soient quasiment inconnues? Il y a des tas d'explications, j'aimerais avoir la vôtre. Alors à propos de Staline, vous parlez d'un antisémite forcené et paranoïaque. Je pense que c'était un paranoïaque intermittent, parce qu'il était tout à fait capable d'être assez pragmatique pendant la grande guerre patriotique, de mettre son antisémitisme de côté. Et est-ce que cette expérience, parce que cette expérience de Crimée, c'est déjà une expérience stalinienne. Staline est déjà au pouvoir, puisque vous dites que c'est 25-26. Donc ces deux expériences sont staliniennes. Et Staline était le grand spécialiste des nationalités. Il avait théorisé ça. Il a écrit un livre là-dessus, sur les nationalités, en expliquant très rationnellement ce qui manquait au peuple juif. Il y avait la langue, il y avait la culture, la religion, il manquait la terre. Il a donné une terre. Est-ce que ce n'était pas aussi une concurrence envers le mouvement sioniste qui commençait à se développer à ce moment-là? Et est-ce que cette expérience où il accepte quelque chose de capitaliste, ça correspond aussi à la NEP, la nouvelle économie politique des années 20, inaugurée par Lénine. Est-ce que ce n'est pas déjà un précurseur de ce que Staline a su faire pendant la guerre,
à savoir la création du comité juif antifasciste, qui a joué un rôle relativement important pour articuler les choses avec les alliés occidentaux. Voilà. Et Une chose. non. Ouais. Oui, je dois dire, je voyageais assez souvent en Union soviétique dans l'époque collégienne, dans les années 70-80. C'était une époque, même qui avait précédé, mais enfin à cette époque, d'un antisionisme complètement délirant. Quand j'étais à Leningrad, par exemple, j'y prenais le journal, je crois que c'est ça, Birobidzhan Pravda, et que je ramenais en France. Et alors que dans l'alphabet yiddish et l'alphabet hébraïque, c'est le même, il y a 22 lettres. Il y avait une lettre qui était interdite, c'était la lettre Tav, qui était considérée comme une lettre sioniste. C'est-à-dire, ah oui, et effectivement, en yiddish, les mots avec la lettre Tav sont des mots d'origine hébraïque, comme Shabbat et autres, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, tout de même, ce délire que j'ai connu là-bas, c'est-à-dire que tout ce qui n'allait pas en Union soviétique, c'était les sionistes qui étaient responsables de tout cela. Et ce qui commence à devenir effrayant ici en France, c'est que les sionistes, on est en pleine crise économique, n'est-ce pas? Je ne sais pas jusqu'où ça pourrait aller, mais je crains fort qu'on revienne un peu sur cette même, que ce soit l'époque de Dreyfus ou une autre époque, c'est-à-dire l'antisionisme étant clairement de l'antisémitisme pur et simple. Oui, c'est actuel, on en parlera après. Peut-être que tu vas répondre. Peut-être les réponses. Peut-être qu'il va répondre et tout de suite après je ne vais pas répondre trop longuement parce qu'il y a plein de choses. Effectivement, vous avez raison. Il y a la NEP. Enfin, il y a une volonté effectivement de faire réussir l'économie soviétique qui ne réussit pas. Et donc effectivement, cette expérience de collectivisation capitaliste est une sorte de laboratoire également pour Staline. Le projet, vous avez raison, se passe sous Staline, mais il a été décidé sous Lénine. Donc, c'est pas véritablement un projet stalinien. Et la raison, je répète, de l'échec, de la disparition, c'est 1941, l'invasion nazie. Et avant, il y a deux facteurs à affaiblissement. C'est la politique isolationniste. Staline, je l'ai dit, se coupe des bases internationales et donc le joint ne peut plus intervenir. Et puis, il fait remplacer le projet criméen par le projet Birobidzhan. Voilà ce qui écrase le projet criméen. Il y a un point intéressant que j'aimerais traiter, c'est pourquoi ça a été oublié. Parce que vous avez raison, il n'y a pas seulement oubli, il y a refoulement, véritablement. C'est-à-dire qu'on se rend compte que cette histoire juive passionnante qui a mobilisé en Crimée des centaines de milliers de personnes, de familles, a été totalement oubliée. Moi, je pense, mon hypothèse à moi, alors c'est la mienne, c'est que je pense que l'ensemble de l'historiographie, après 1948, se focalise sur Israël et sur le sionisme, et tend à considérer que ce qui a existé avant, quelque part, c'est de l'échec, ou alors que ça a annoncé Israël, mais grosso modo, ça n'a pas grand intérêt parce que c'était des balbutiements avant la réussite du sionisme. Et donc, quelque part, il n'y a pas eu d'intérêt historiographique massif parce qu'il y a une sorte de relecture que j'appelle une relecture téléologique de l'histoire. C'est-à-dire que la destination finale, c'était l'État d'Israël et sa réussite. Et donc, du coup, ce qui s'est passé avant, les expériences territoriales, grosso modo, c'est du folklore qui n'a pas grand intérêt parce que c'est des situations d'échec. Je pense que c'est ça la manière dont a été perçue l'expérience criméenne. Au mieux, comme comme un balbutiement avant, dans une vision de la maturation de l'installation du peuple juif. La destination, c'est Israël, ce qui était avant, c'est finalement des rudiments. Donc ça n'a pas été traité comme un objet historique en tant que tel. Sur les autres questions, il y aurait plein de choses à dire, mais je préfère peut-être laisser la... Alors, Jo. Oui, moi je tombe des nues, car il y a quelques années, avec des amis ici, nous avons fait un voyage juif, en Turquie et en Ukraine. Nous avons tous eu sur le judaïsme à Odessa, comment ils étaient nombreux, ce qui leur est arrivé. Quand nous sommes allés en Crimée, à Simferopol, à Sébastopol, on nous a jamais parlé, on n'a absolument pas su tout ce que vous nous avez raconté. Donc je tombe des nues. Mais je ne voulais pas seulement dire cela. En ce qui concerne le Birobidzhan, il y a une trentaine d'années, au début des années 80, un de mes voisins russes, qui allait souvent là-bas, m'a ramené un journal du Birobidzhan en yiddish. Et ma femme, pour ceux qui l'ont connue, était une yiddishiste
qui lisait, et qui parlait le yiddish et qui le lisait, qui le chantait aussi. Et quand elle a lu ce journal, et d'ailleurs je l'ai fait lire à d'autres yiddishistes, elle m'a dit, mais c'est un yiddish tout à fait particulier, c'est un yiddish germain-allemand débarrassé de tous les hébraïsmes. Il n'y avait pas d'hébraïsme dans le yiddish du Birobidjan. Est-ce que c'était peut-être aussi un élément de la paranoïa stalinienne, anti-sémitique, anti-sioniste? Voilà, je voulais le signaler. Je dois encore avoir ce journal quelque part dans les archives. Le Birobidjan Stern. L'Élysée à l'extrême parce que je m'excuse d'intervenir comme ça et que ça peut le tour parce qu'on remarquait que il eût été très mauvais d'aller dans le sens du sionisme en laissant tous ces mots d'origine hébraïque et que par conséquent il fallait voyaliser. D'ailleurs cette voyalisation a été abandonnée par la suite parce que ils ont senti que c'était idiot quoi. Mais pas complètement. Je propose Sylviane et Max, qui répond et on avance à la deuxième partie. Dans la même lignée, sur le yiddish justement, comment ça se fait qu'ils ont protégé le yiddish et qu'ils n'ont pas voulu russifier, carrément abandonner le yiddish à la Révolution, unifier tous en langue russe? Pourquoi ils ont vraiment favorisé le yiddish, voyalisé? Mais juste, c'est très simple, parce qu'il fallait créer un État juif, donc il fallait que le facteur idéologique ressemble... voilà, donc on crée un État juif, donc il faut une langue pour les juifs, et donc on institutionnalise le yiddish. Oui, enfin, ça fait... bon, c'est plus compliqué. En ce qui concerne l'Union soviétique, donc vous avez parlé de la politique de territorialisation des Juifs, et en même temps, Staline était un grand spécialiste du déplacement des peuples. Voilà, un petit peu qui était, on les met dans un autre endroit que ceux où ils avaient l'habitude, ils étaient pour telle ou telle raison géopolitique, en même temps pour casser des solidarités qui existaient, pour en recréer des nouvelles sur lesquelles on pourrait évoquer. Et justement, en ce qui concerne le yiddish soviétisé, donc qui est une manière de le séparer de son aspect religieux, qui est aussi une manière de créer une nouvelle langue, débarrassé de son substrate. C'est comme si en français on décidait que les mots qui viennent du grec, et on les reconnaît quand ils viennent du grec, ils ont des PH, ils ont des TH. Donc on les connaît dans leur histoire, dans leur substrat. Hein. Et c'est comme si on voulait priver les locuteurs de leur langue, de ce substrat. Et il y a quelques années, il y a quelqu'un qui nous a parlé de la politique où on a énormément, entre triple guillemets, favorisé les cultures populaires, du Daghestan, etc. Et où ces cultures populaires, à un moment, on les a momifiées en disant votre culture populaire, c'est celle-là. Est-ce que, au fond, c'est quelque chose de cette espèce de manière de retourner une création populaire contre le peuple lui-même? Enfin, c'était pas quelque chose. Ça c'est particulièrement sur les Juifs, mais c'était pas quelque chose qui en fait voulait, en territorialisant, en ayant une langue, voilà, des trucs bien figés. Voilà. Est-ce que c'était pas un double tranchant? Enfin, voilà. Je vais avoir le mauvais rôle après de vous arrêter. Donc Max rapidement, Salomon vraiment rapidement, pour qu'on puisse avancer sur la deuxième partie. Ce n'est pas une question, juste une toute petite précision. Pour certains, vous dites que ça paraît tout à fait inconnu, une découverte. Or, j'ai assisté il y a environ 12-15 ans au musée d'art juif à une exposition où il y avait des dizaines et même peut-être plus d'une centaine de photos qui venaient donc d'Argentine, de Crimée, du Birobidjan, avec des panneaux, avec l'aide très détaillée des comités juifs et également du baron Hirsch, aussi bien avec les sommes, l'argent, les cartes, la manière de travailler, tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure était dans cette exposition. Bon, peut-être pas aussi précis, c'est sûr, il n'y avait pas votre savoir, mais
ça existait donc au musée d'art juif. Moi, je voudrais savoir quid de l'enseignement dans l'État d'Israël, je ne sais pas, dans les écoles, à l'université, de ces expériences dont vous venez de faire état, Biробidjan, Argentine et Crimée. Et une petite observation personnelle, je connais, vous savez, il y a beaucoup de nostalgie qui circule dans le monde yiddish autour de ces expériences. C'est plutôt beaucoup de manifestations, je dirais, culturelles, notamment dans la chanson. Il y a une magnifique chanson qui s'appelle Biробidjan et qui est chantée en yiddish. Et moi, je l'ai vu chanter dans un studio de télévision en Israël. Alors, la boucle était bouclée. Oui, et quelques éléments par rapport à Madame. Oui, c'est un processus comme ça. C'est-à-dire qu'à la fois, le yiddish est une langue parlée par les juifs et elle est ossifiée, momifiée. Et puis, effectivement, elle se sclérose. Et donc, ça devient la langue officielle. Donc, il y a effectivement un processus comme ça de bas en haut et de haut en bas qui se joue. Sur la question, effectivement, alors il y a des choses qui se savent, mais moi il n'y a pas un livre sur la Crimée. C'est-à-dire qu'en langue française et même dans l'historiographie européenne, il n'y a qu'un livre. Je peux vous dire quel c'est. J'en parle. C'est un livre d'un chercheur américain qui s'appelle Deckelchen, qui s'appelle Farming the Red Land. C'est le seul livre un peu sérieux qu'il y a là-dessus. Donc, il n'y a pas eu de travail monographique, je dirais, au sens scientifique. Il n'y a pas eu une monographie avant ce monsieur-là, donc avant les années 90, sur qu'est-ce qui s'est passé en Crimée. Alors, certes, il y a eu à l'Ort ou dans d'autres éléments, et je sais, il y a des photos qui circulaient, mais pas de travail scientifique. Sur la question de la réception d'Israël, je n'en sais rien. C'est un point, effectivement, qui mériterait... De toute façon, moi, je pense qu'il y a une grande thèse à faire encore sur le cas de la Crimée. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il n'y a pas... J'essaie de résumer, j'essaie d'en faire, mais je pense qu'il y a un vrai livre à faire encore, à la fois sur la Crimée, sur qu'est-ce qui s'est passé, de détailler sur les différentes colonies, sur pourquoi ça n'a pas été travaillé avant, quelle est la manière dont l'histoire juive reçoit cette histoire de Crimée et le mode d'enseignement. Je pense qu'il y a encore un vrai livre à faire spécifiquement sur le cas de la Crimée. Et puis il y a un livre à faire sur le cas du Tatar aussi, parce qu'il ne faut pas oublier la répression. On parlait de déplacement de population. Là, c'est un des rares cas dans l'histoire peut-être où les Juifs ont été favorisés aux dépens d'une autre population qui s'appelle les Tatars, qui me semble-t-il il y a quelques semaines encore continue à revendiquer la Crimée. C'est une histoire qui n'est pas finie, l'histoire tatar. Il y a encore une revendication actuelle. J'ai entendu il y a un mois, il y a encore des leaders tatars qui revendiquent la Crimée. Donc c'est une histoire tout à fait contemporaine. Et ils ont été massacrés. Notamment un chef qui s'appelait Ibrahimov, qui était un très grand leader communiste tatar, qui a été déporté, massacré. Enfin, il y a une histoire effroyable du peuple tatar, parce que justement le pouvoir bolchevique avait décidé d'attribuer cette terre aux Juifs. On va peut-être aller sur une deuxième partie qui va aussi être peut-être moins historique, mais peut-être également plus polémique finalement, puisque ça porte beaucoup sur le dernier chapitre qui est vers la conquête de la Terre Sainte, qui pose d'autres types de questions, alors à la fois historiques mais aussi très actuelles, puisque au fond vous décrivez un petit peu un certain tournant du mouvement sioniste. Alors j'invite effectivement tous ceux qui sont intéressés à lire en détail ce chapitre, mais pour aller vite, je résume la thèse. Le mouvement sioniste aurait été en fait, j'espère ne pas caricaturer ce que vous dites, en fait, premièrement, avant tout territorialiste, c'est-à-dire que le but était effectivement de trouver un territoire. Finalement, l'idée de Sion était une idée finale, mais elle pouvait tout à fait être monnayée, je dirais, entre guillemets, contre d'autres territoires possibles. Et finalement, le sionisme n'était pas forcément originellement attaché à l'idée de Sion, tout simplement. Et donc, alors voilà. Alors vous décrivez que finalement, effectivement, ce sont les sionistes russes qui eux ont voulu effectivement que Eretz Israël soit considéré comme le foyer juif, et ont tenu des positions très dures qui ont été jusqu'à des tentatives d'assassinat d'autres leaders sionistes. Bon, ça c'est une histoire assez passionnante qu'il faut lire. Effectivement, c'est Max Nordau qui a été une tentative d'assassinat.
par un étudiant russe, un étudiant sioniste russe, effectivement, qui tente de l'assassiner à un moment. Bon, ça, ce sont des péripéties assez passionnantes. Qu'aujourd'hui, on croit que, quand Rabin a été assassiné, on croit qu'on j'entendais un juif tire sur un juif comme si c'était nouveau. Alors qu'en fait, effectivement, à l'époque, Nordau, un étudiant juif sioniste au sens où palestino-centré, c'est-à-dire quelqu'un qui ne visait uniquement la terre de Palestine, a tiré sur Nordau en disant mort à Nordau l'Africain, parce que Nordau, comme Herzl, comme Zangwill, était partisan du projet d'installation en Ouganda. Alors, mais en même temps, quand on vous lit, on voit bien que les projets d'installation dans d'autres territoires sont aussi, alors ça mériterait peut-être un éclaircissement, sont aussi considérés comme éventuellement des projets relais. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut véritablement dire que ce sont des termes? Est-ce que Zangwill, comme Herzl, voyait ces projets, qui effectivement, vous montrez bien qu'ils sont en passe de les accepter un certain nombre de cas, mais est-ce qu'il les voyait vraiment comme définitifs? Ça fait effectivement beaucoup. C'est un sujet effectivement compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, pour le dire un peu de manière un peu générale, le mouvement sioniste était territorialiste. C'est-à-dire que le mouvement sioniste, à ses débuts, 1890, etc., c'était l'objectif de trouver une terre de refuge pour les Juifs, pour accueillir les Juifs, les faire sortir d'Europe le plus rapidement possible. Donc effectivement, Herzl était un grand homme au sens où il a passé sa vie il en est mort d'ailleurs, à parcourir le globe. Il est mort d'épuisement à 44 ans pour justement, à travers des coups diplomatiques divers, trouver une terre d'accueil pour les Juifs. Mais il y a une relecture postérieure à Herzl, qui est la relecture actuelle, qui est de faire de Herzl le précurseur de l'État d'Israël, au sens de l'État en Eretz Israël. Et ça, c'est une relecture étatique, c'est une relecture idéologique, construite, on peut en faire le travail, parce que Herzl n'avait pas pour objectif de principe de faire d'Eretz Israël, la terre d'Israël, la terre définitive des Juifs. Il suffit non seulement de voir son activité diplomatique, Changé parlait longuement de l'Ouganda, mais la Mésopotamie, parlait de Malte, il y avait Chypre, enfin, il n'arrêtait pas de voir où les Juifs pouvaient s'installer. Et dans ces textes, il suffit d'acheter son livre, non pas l'État juif comme on le traduit mal, mais l'État des Juifs, pour voir qu'il hésite il se demande, il hésite pour l'Argentine. C'est-à-dire que dans les premiers chapitres, j'aurais pu l'amener, il dit ça peut être en terre d'Israël, terre effectivement de nostalgie du peuple d'Israël, mais ça peut être tout à fait en Argentine. C'est-à-dire dans son ouvrage fondateur, qui s'appelle l'État des Juifs, il ne statue pas sur la terre à venir, et il se dit même partisan, en raison de la fertilité des terres notamment, comme le baron de Hirsch, d'un choix en Argentine. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire, comment ça peut être recouvert alors qu'il suffit d'aller à la librairie du coin et acheter l'État des Juifs et voir que cette question d'une destination fatale en Eretz Israël n'a rien de fatal pour Herzl. Et après, il y a, sur le point de vue effectivement que vous posez, il y a une question qui est compliquée, c'est la question de la nostalgie de Sion, comme on dit. Dans l'histoire des Juifs, certes, Eretz Israël, il y a un rapport particulier des Juifs à Eretz Israël. Il serait absurde de le nier. Mais c'est un rapport qu'on peut qualifier de métaphysique. C'est-à-dire que la terre d'Israël, il y a un attachement à cette terre-là, mais ce n'est pas une terre politique. C'est là où il y a une distinction. Et si les plupart des grands dirigeants spirituels des communautés juives se sont opposés au début au mouvement sioniste, farouchement, les religieux étaient anti-sionistes, c'est parce qu'ils considéraient, en s'appuyant sur certains textes du Talmud dont je parle à la fin du livre, eh bien que les Juifs n'ont pas le droit de conquérir par la force une terre, et encore moins de conquérir Eretz Israël. Donc c'est un rapport particulier de sainteté, de Gdusha, pour utiliser les mots qui vont bien, donc de sainteté vis-à-vis d'Eretz Israël, mais ce n'est pas une terre politique. Il y a même une interdiction formelle que l'on trouve dans le Talmud, que l'on trouve dans un texte qui s'appelle Ktubot, 111a, qui interdit formellement aux Juifs de conquérir la terre d'Israël. Là, c'est absolument passionnant, puisque aujourd'hui, non seulement ces textes
ne sont plus relus, et que la plupart des juifs religieux sont ralliés au sionisme. Aujourd'hui, généralement, je généralise un peu, soyons un peu polémiques, plus on est religieux, plus quelque part on est sioniste. Hein. Enfin, en tout cas, l'idée d'une opposition, on a oublié l'opposition, sauf les Neturei Karta, vous avez raison. Et sauf les Satmars, sauf une certaine tradition chassidique hongroise, disons, mais qui est extrêmement minime. Mais voilà, c'est intéressant de voir ce devenir du sionisme qui est plus complexe et l'articulation entre terre métaphysique et terre politique est quelque chose, est une distinction qui est aujourd'hui totalement oubliée alors qu'elle est au cœur du judaïsme. Alors, justement, la question suivante portait sur la notion de terre, en fait. On s'aperçoit que depuis le XVIIIe siècle, il y a une idéologie, qui n'est pas une idéologie juive d'ailleurs, qui est une idéologie de l'extérieur, qui consiste finalement à intégrer les juifs dans le système des nations, que ce soit à l'intérieur des nations ou dans le système des nations au sens propre, à travers la terre. Alors, ça peut se prendre la forme du travail de la terre, hein, donc il y a des écrits au XVIIIe siècle d'un certain nombre de penseurs qui étaient pas juifs et qui ont voulu penser la régénérescence du peuple juif. Hein. Et quelque part, par exemple, Mendelssohn a été l'héritier intellectuel et voilà, on parle beaucoup discuté avec Humboldt, par exemple, en Allemagne. Bon, voilà, donc ça, c'était des gens qui, effectivement, il fallait remettre les juifs au travail. Hein. C'était l'idée pour recréer une société juive saine. Hein. Donc il y a une espèce d'idéologie de la régénérescence. Hein. C'est-à-dire que le juif doit aussi s'appuyer dans un travail physique. Enfin, il y a aussi toute une série de visions juives. Alors, il faut quand même rappeler effectivement que la situation des juifs était quand même due effectivement à un nombre d'interdictions de posséder la terre. Hein. Ça, on ne refera pas l'histoire là-dessus, mais enfin, elle est très, très précise. Et donc, bon, voilà, sans doute, il y avait une espèce de mauvaise conscience aussi européenne qui s'est greffée là-dessus. Et finalement, l'idée que les Juifs doivent avoir une terre, est-ce que c'est une idée juive? Est-ce que finalement, c'est pas une idée qui vient de l'extérieur? Si on vous lit finalement, il y a une espèce de généalogie de l'idée de terre qui n'est pas si nette que ça. Hein. Vous venez de l'évoquer, ça mériterait qu'on s'y arrête. Alors, il y a deux éléments de réponse. La question... La pensée d'Herzl, d'une certaine manière, n'est pas une pensée juive. C'est-à-dire que c'est une pensée, effectivement, occidentale, traditionnelle. Il a une pensée de l'État-nation. C'est-à-dire qu'il a cette idée qu'il faut construire une corrélation entre un peuple, une terre et un État. C'est typiquement la construction État-national à la française ou à l'allemande sous des variantes différentes. Et d'ailleurs, explicitement, Herzl s'inspire du modèle occidental. Donc effectivement, cette idée qu'un peuple doit avoir une terre et un État est une idée qui n'a rien de spécifiquement juif, c'est une idée dans l'air du temps et que Herzl supporte. Le deuxième point de réponse, qui corrobore le premier, c'est qu'il y a toute une idéologie au XIXe siècle, qui n'est pas spécifiquement juive, qui est l'idée d'une régénération à la fois spirituelle et physique par le travail agricole. C'est pas un hasard si toutes ces expériences-là ont été des expériences de travail agricole. Par exemple, effectivement, au sein du joint dont j'ai parlé, Rosenberg, par exemple, vante le mérite du rapport à la terre. Et par exemple, il va même jusqu'à comparer le juif idéal à un bœuf. Très curieux, hein. Parce que, non mais je n'invente pas, c'est parce qu'il dit, et c'est pas du tout caricatural chez lui, c'est parce qu'il dit, le bœuf, lui, a les vertus de la lenteur, les vertus de la patience, etc. Et il faut apprendre aux juifs des villes, eh bien, ces qualités morales par un rapport physique à la terre. Il y a toute une idéologie comme ça du retour à la terre, comme quoi le juif pourrait, il compare le juif, je cite, chétif des villes, et notamment de New York, par rapport au beau juif ukrainien, costaud, et qui est un modèle arien. Vous voyez, il y a des ambiguïtés liées à une espèce de régénération des juifs par le travail agricole. Donc c'est tout à fait passionnant. Et cette pensée-là n'a rien de juif, et il y a des ambiguïtés, y compris dans le monde juif. Je vous rappelle pas la complication, par exemple, d'un texte comme la question juive de Marx. Hein. C'est-à-dire que cette question d'identifier le juif au travail de l'usure, au travail du petit commerçant, etc., de quelqu'un qui n'est pas vraiment productif, est quelque chose qui hante la pensée au sens général au XIXe siècle. Alors,
on va conclure ensemble et puis on va laisser les gens poser quelques questions, parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions qui vont surgir. Finalement, dans la démarche de ce livre, à l'arrivée, bon, je voudrais être un petit peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas, dans votre dernière partie, une forme de nostalgie, là aussi, qui pourrait mériter d'être interrogée, de l'idée du juif, le juif errant, l'idée du juif effectivement sans terre? Est-ce que finalement, là encore, on n'est pas sans une idée un peu romantique, hein? Bon, alors, le texte de George Steiner, et puis on a entendu, je suis arrivé d'entendre George Steiner à de nombreuses reprises, il a une vision effectivement un petit peu littéraire, hein, du juif, et c'est extrêmement intéressant, mais c'est pas extrêmement théorique, et est-ce que ça appartient pas à un monde où en effet, lorsque l'on constate que, bon, même dans un pays comme le nôtre, on peut défiler dans les rues avec des cris assez effrayants aujourd'hui, voilà, est-ce que quelque part l'idée de territorialiser les Juifs ne devient pas une nécessité, hein, dans ce cas-là, et finalement la réflexion du Juif en exil comme étant son destin métaphysique, est-ce que c'est pas finalement du romantisme? Voilà, disons les choses. Donc c'est une première critique qu'on pourrait adresser. La deuxième sur les expériences de territorialisation. Quelqu'un pourrait aussi vous dire, de toute façon, finalement, il est légitime que le sionisme actuel ne veuille pas finalement qu'on jette la lumière sur des expériences effectivement, qui n'ont pas réussi, alors que la sienne, bon, pour l'instant, a réussi. Donc là, il y aurait deux types de réponses, deux types de choses par rapport à votre démarche qu'on pourrait vous interroger aussi là-dessus. Non, mais j'ai pas de nostalgie, en tout cas pas de ces expériences-là. J'ai pas la nostalgie du shtetl, etc. C'était bien avant, et etc. Et Israël, c'est pas bien. Enfin, je suis pas sioniste, je suis pas anti-sioniste non plus. Je sais simplement, ce qui m'intéresse dans ces expériences-là, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est sommé de se positionner par rapport à Israël. Et c'est vrai que ce que j'aime bien dans cette démarche-là, c'est que ça restitue d'autres expériences. C'est-à-dire ces expériences du peuple juif, la richesse d'une certaine diaspora et la valeur accordée à la question de l'exil. Je trouve effectivement, c'est mon point de vue, que, et ça sort un peu du cadre du livre, mais vous m'interrogez sur la conclusion, donc on est loin, on sort du livre, qu'il y a un des choses qui m'intéresse le plus dans le judaïsme, pour utiliser les grands mots, c'est la question de l'exil. C'est-à-dire que je trouve que cette idée de conserver une identité avec les autres, dans les nations, comme disent les textes, cette idée de rester soi-même sans avoir une terre d'accroche, je trouve qu'il y a une richesse, il y a une valeur, et c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc cette question de l'exil, effectivement, n'est plus très à la mode, puisqu'aujourd'hui la question c'est le rapport à l'État d'Israël, qui est une question tellement légitime, puisque c'est la réalité de la territorialisation des Juifs d'aujourd'hui. Mais j'ai effectivement un goût pour la question de l'exil, au titre personnel, sans nostalgie des expériences passées. J'ai bien aimé, quand vous avez dit tout à l'heure, pour l'instant le sionisme a réussi. Mais effectivement, c'est pour l'instant, parce que quand on constate simplement les chiffres, on voit que la majorité du peuple juif se trouve encore en Chutz Laaretz, comme ils disent, en diaspora. Il y a encore des millions de religieux Haredim, Chabad, à New York, aux États-Unis, y compris également en France, bon, beaucoup moins, hein, et s'ils ne sont pas antisionistes, en tout cas, ils ne sont pas fanatiques du sionisme. Cette majorité, disons, en exil, d'accord, elle perdure, elle prolifère, d'accord, et de manière, on le voit même à Paris, depuis 30 ans, la vie juive s'est extrêmement développée, d'une façon qui était peut-être inimaginable à l'époque. Alors, ce que je voulais dire également, c'est que, par rapport à la manifestation de dimanche, moi, ce que j'ai compris, c'est que, finalement, quand on voit que la plupart des leaders juifs de France sont sionistes jusqu'au délire, parfois, quand on écoute Radio J, les informations, ce qui m'arrive quand même régulièrement, s'aperçoit que, finalement, tous les Français sont contre nous. Hein, le discours, disons, de l'ultra-droite sioniste qui est en vigueur en Israël depuis plus d'1 an. Hein. Et je voudrais ajouter également le fait que, quand vous avez dit, par rapport aux 3 serments de Ketuvot,
qu'en Israël, depuis un an, depuis que les Haredim ont été virés du gouvernement, il se trouve qu'il y a une opposition frontale, il faut le rappeler, disons, au gouvernement de l'État d'Israël. J'ai lu il y a une semaine que des Haredim menacent de déchirer leur carte d'identité israélienne. Ils éditent des brochures à l'attention des jeunes des yeshivot qui ont vu, disons, leur subvention quasiment disparaître. Donc ils éditent des brochures pour inciter les jeunes des yeshivot à aller étudier ailleurs, aux États-Unis et même à Berlin. Parce qu'il faut savoir que ce phénomène touche également, et on en parle très peu parce que les sionistes en ont honte évidemment, des centaines de milliers de jeunes de Tel Aviv qui ont l'intention, certains déjà par milliers sont partis, je crois 100 000 jeunes israéliens de Tel Aviv, donc Chilonim, se sont installés à Berlin ou à Londres ou aux États-Unis ces dernières années, du fait de la crise économique et on peut dire des inégalités sociales qui ne cessent de s'accroître. Donc ce phénomène de sionisme a réussi, je n'en suis pas sûr du tout. Au bout de 65 ans, on s'aperçoit que... La question, s'il vous plaît, je comprends. Oui. Voilà. Monsieur, si vous pouvez terminer, c'est vrai pour laisser les autres. Ma question, très simplement, c'est ce phénomène, disons, qu'on peut appeler de Yerida, véritablement, donc contraire de l'ALIA, va-t-il s'accroître? Personnellement, je le pense. Oui, moi je voudrais revenir sur juste votre conclusion, parce que je pense que c'est rarement, aujourd'hui justement rarement posé. Je pense que c'est une question civilisationnelle très importante. C'est-à-dire globalement, dans l'histoire de l'humanité, qui est pasteur, qui est cultivateur, qui est nomade, qui est sédentaire, qu'est-ce qui fait empire, qu'est-ce qui fait nation? Et en réalité, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences. Je veux dire, quand on dit que les nations protègent, je ne suis pas très convaincu. Si on prend l'histoire des Balkans assez récents, je suis pas sûr que la question nationale, nationaliste, nationalitaire, etc., protège les populations. Peut-être et ça fait des prébendes de guerriers pour ça, mais en réalité, pour les populations civiles, c'est quand même assez dramatique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence, même si c'est assez compliqué comme réponse, évidemment, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence, justement, le destin du peuple juif en exil. Je veux dire, c'est ça l'intérêt. Dans l'histoire des humains, c'est plus intéressant ça qu'un État national de plus qui en plus s'installe dans des conditions extrêmement difficiles, donc qui est dans des conditions classiques de militarisation, de policisation, etc., etc. Ça, on sait ce que c'est. Bon. Par contre, qu'est-ce que c'est qu'un peuple qui a été à la fois dans l'hyper-misère et dans l'hyper-intellectualisme, dans l'isolement, le resserrement sur soi-même, et en même temps un peuple qui a communiqué, qui a été des transmetteurs de culture. C'est quand même les Juifs du sud de la France qui ont passé la culture arabe, c'est quand même en Sicile, c'est quand même eux qui, à un moment donné, au moment de Barberousse, qui ont fait, etc., c'est eux qui transmettent pas que, mais un peu la médecine, etc. Alors, on connaît moins tout ce qui se passe en Asie, en Chine, etc., mais ça, c'est des questions, bon, je parle pas de la philosophie des Lumières, je parle pas des grands intellectuels juifs de Little Europa, de la Russie, enfin bon, on pourrait dire énormément de choses, mais ça, on est obligé de se poser la question, parce que aujourd'hui, on doit se poser la question dans la mondialisation, quelle est la destinée des humains, comment on va vivre ensemble, et ça, c'est une expérience formidable. Alors, elle est très douloureuse, parce que par définition, les nomades sont par définition, ils viennent avec leur manteau, leur petit sac et ils essaient de vendre quelque chose ou de proposer. Ils sont en état d'extrême fragilité, mais sans eux, il n'y a plus de civilisation, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien, etc. Donc ça, je pense que c'est très intéressant que vous posiez cette question-là. D'autres Oui, bonsoir. J'aurais peut-être une question un petit peu, pas provocatrice, mais après toutes les interventions, et j'ai absolument aucune réponse, c'est est-ce que en fait les Juifs ont une place en Galoute? C'est vrai que quand on regarde l'histoire entière des Juifs,
C'est entre le bonheur d'être dans certains pays et ensuite le fait d'être massacré ou chassé. Parce que c'est pas simplement d'être chassé, c'est d'être aussi massacré. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la territorialité, je ne suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où, en fait, on parle d'Ouganda, vous parliez de Crimée, d'une région en Russie, mais en fait, les Juifs, si on les appelle de ce nom-là, avaient un État. C'est pas qu'ils voulaient aller en Crimée. Crimée, je suppose que c'est Staline. Peut-être que Herzl lui-même, je pense que beaucoup, le baron Hirsch ou Herzl, voulaient en fait protéger. À l'époque, il y avait énormément de pogroms. Donc je pense qu'ils voulaient protéger les Juifs. Et je pense que dans leur inconscient, que ce soit le baron Hirsch ou Herzl, évidemment, peut-être qu'ils étaient prêts à aller en Ouganda, aller en Argentine, ou aller ailleurs, même ailleurs, parce qu'il y a peut-être d'autres endroits auxquels des Juifs ont pensé. Mais je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne pensaient peut-être pas, mais en tout cas c'est arrivé, contrairement à ce que le monsieur disait, peut-être qu'il y a eu des velléités contraires, les Juifs sont partis en Israël. Les Juifs ont récupéré leur État. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand vous parlez de territorialité, ils ont été chassés. Je ne suis pas religieux, hein. Je n'ai pas de kippa, mais ils ont quand même été chassés sur un plan historique de l'État d'Israël. Il existait peut-être il y a 1500 ans, mais quand on prend, ou 2000 ans, mais quand on prend toute l'histoire juive, la Bible ne parle pas d'aller, je ne sais pas, à Sébastopol, d'aller à Odessa, d'aller ailleurs. C'est l'an prochain à Jérusalem. Donc ils avaient un État. Je crois que c'est important que dans l'inconscient, vous parliez tout à l'heure d'inconscient, dans l'inconscient de tous les Juifs, qu'ils soient religieux ou pas, leur État, c'est l'État d'Israël. Alors, ils peuvent l'appeler, les religieux vont l'appeler, et je ne suis pas religieux, mais l'État d'Israël, parce que c'est le Messie qui va arriver, et qu'ils ne reconnaissent pas l'État politique. Mais je pense qu'au fond de tous les Juifs, c'est une terre qui existe. C'est Sion, contrairement à ce que vous disiez, réellement c'est Sion, et ça ne peut pas être ailleurs. Et donc je repose ma question, c'est est-ce que les Juifs ont une place dans l'exil? Vous parliez, moi c'est un sujet qui m'intéresse, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais je n'en suis pas complètement sûr, tout à fait sûr. On va y aller, hein. Encore une question, c'est possible? Oui, encore une question, oui. Encore une question, c'est possible ou pas? C'est possible. Oui, dernière question, et puis après on va laisser David quand même réagir. Tout à l'heure, vous avez soulevé effectivement, vous avez effectivement appris l'historique du mouvement sioniste à travers Herzl, mais avec d'autres mouvements. Je vous invite d'ailleurs à la lecture d'un très très intéressant article qui est apparu cette semaine sur le newsletter du CRIF de Meyer Weintrater, justement, qui s'épanche sur cette histoire du sionisme. C'est pas le seul, hein, il y a des très très nombreux ouvrages sur cette question, mais il rappelle la multiplicité des différents mouvements sionistes à ses origines à travers l'histoire du sionisme. Et je suis un peu surpris que vous nous disiez que vous n'êtes pas sioniste, parce que vous savez que vous pourriez être très facilement catalogué d'antisémite, parce que pas être sioniste aujourd'hui, tout dépend de ce qu'on met dans le mien. Donc je dis ça par provocation. Alors, je m'explicite, parce que moi je suis premier contre cette entreprise. Je veux dire par là que à partir du moment où on définit le sionisme comme une volonté de créer un lieu où les Juifs qui le souhaitent puissent aller dans un État qui existe, et donc à partir de là, on ne peut pas dire qu'on n'est pas sioniste. À partir de là, si vous dites aussi qu'en même temps, les autres Juifs qui sont en galoute, comme vous dites, monsieur, ou qui, moi je n'utiliserai pas ce mot-là, qui sont en diaspora, depuis des milliers d'années aussi, voilà, le destin de ces deux entités sont en mouvement. Il y a un État, il y a une offre qui est proposée à ceux qui le souhaitent librement, pour des raisons personnelles ou collectives, de s'y rendre. Ils ont accueilli quand même 1 million de Juifs russes. Voilà, donc voilà, cet État est là et les Juifs ils y sont. Donc on ne peut pas être opposé au sionisme dans cette définition-là. Mais maintenant, je voudrais simplement pour finir dire la même chose que monsieur Amiel qui tout à l'heure. Nous avons participé au même voyage en Ukraine. Et en effet, je suis comme toi de tomber
des nus dans notre histoire. Voilà. Turquie. Mais surtout en Ukraine. Voilà. Donc simplement pour vous dire que nous avons quand même fait un voyage extrêmement intéressant parce qu'on a découvert de minorités Kripchak et de minorités khazars, et donc des minorités qui sont là-bas depuis des de nombreux siècles. Mais de la présence juive en Ukraine, on ne connaissait pas. Voilà, merci. Comment Excusez-moi, je vais juste me permettre de couper la parole à David Denis. Je voulais juste répondre au premier monsieur, tout simplement parce qu'on a vu que vous vous adressiez à moi avant tout, parce que j'avais effectivement prononcé 2 phrases. D'ailleurs, vous me faites un signe de tête. Et voilà, alors vous posez une question. Alors je crois qu'il faut quand même bien avoir conscience aujourd'hui que l'identité juive contemporaine, effectivement, est sur 2 pôles qui sont effectivement Israël et la diaspora, et que je crois que les juifs en Israël comme les juifs en diaspora fonctionnent sur ces 2 pôles, et je dirais d'un point de vue psychologique, c'est une première chose, et d'un point de vue objectif, géopolitique, ça fonctionne tout à fait comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des variations, à mon avis, historiques, où selon je dirais l'actualité géopolitique d'un côté, ce qui concerne Israël, et selon le degré de sécurité des Juifs dans les États-nations, vous allez avoir selon des variations. Alors en ce moment, vous avez certainement, effectivement, plutôt des gens qui quittent Israël. Effectivement, il y a un bilan négatif en ce moment, qui est lié certainement à une stabilisation, mais qui est aussi un peu une absence de perspective aujourd'hui du processus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien où les choses vont. Une stabilisation, une sécurisation, tout semble aller bien, mais oui, vous avez le droit. On vous entend pas. Il y a énormément de gens qui ont fait leur alliance. Oui, mais justement compte tenu de bien sûr. tout ça. Mais depuis un an ou 2, le bilan est, semble-t-il, plutôt au départ. Mais bon, ça mérite d'être, c'est équilibré, ça reste minoritaire. Mais voilà. Voilà. Alors juste dernier petit point. Effectivement, bon, j'évoquais juste la question de la manifestation à un moment hier. Bon, juste pour dire qu'effectivement, il ne faut pas non plus majorer ce type d'événements qui restent à une minorité qu'on connaît, qui restent celles qui sont en France depuis les années 30 et qui simplement là se manifestent parce que l'air du temps est ainsi. Et je rappelle d'ailleurs que les groupes qui ont manifesté, pour ceux qui ont dit les choses absolument horribles qui ont été dites hier, sont des groupes qui ont été interdits et qu'il reste au ministère de l'Intérieur à appliquer ces interdictions. Il s'agissait en particulier de certains mouvements dont les sites internet existent encore, mais qui devraient être fermés normalement. Voilà. Donc au ministère de l'Intérieur de faire son travail. Voilà. Ensuite, je laisse David pour répondre aux autres questions. Un point de prudence quand même quand je réponds, parce que effectivement là, mon livre ne porte pas sur Israël. Je répète parce que le livre porte sur les 3 expériences d'un point de vue historique et sociologique, et en fait, effectivement, la conclusion porte à discussion. Mais ensuite, là, on discute, j'ai envie de dire, un peu hors livre. En tout cas, voilà. Donc, après, je peux avoir mes propres points de vue, mais c'est pas forcément intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le travail de recherche. Bon. Alors, ça, c'est un premier point. Alors, quand même, pour rappeler quand même des éléments historiques, le pari de Herzl, c'était qu'en dotant les Juifs d'un État et d'une terre comme les autres peuples, il pourrait y avoir une normalisation du peuple juif. C'est-à-dire que les Juifs pourraient devenir un peuple comme les autres et parmi les autres. C'est ça le pari d'Herzl. Alors la question qu'on peut se poser, et là je peux avoir un point de vue de citoyen, mais il n'est pas plus scientifique qu'un autre, c'est est-ce que l'État d'Israël n'est-il pas un État hors norme ? C'est-à-dire que l'État d'Israël continue à concentrer l'antisémitisme, concentrer la critique, et en permanence sous les feux de l'actualité internationale. Pour le dire autrement, est-ce que le pari d'Herzl, qui est on va normaliser la condition juive en dotant les Juifs d'une terre et d'un État comme les autres États-nations, est-ce que ce pari-là fonctionne ? Je ne parle pas de la question de la pérennité d'Israël, je parle de cette question du caractère extraordinaire avec lequel le monde se focalise sur l'État d'Israël. Et c'est là où je pense qu'il y a un point d'échec du sionisme dans sa visée de normalisation. Deuxième point dont je voulais parler, c'est la question, monsieur, de la terre d'Israël, c'est le destin du peuple juif, etc. Le point de complication, c'est que c'est précisément, et vous avez raison, parce que dans les textes
il y a je me répète, un attachement spécifique à cette terre-là, que cette terre n'a pas le droit d'être conquise politiquement. C'est ça la complexité. La complexité, les 3 serments dans Ktubot, c'est de dire, il y en a 3. Le premier serment, c'est il est interdit aux Juifs de monter comme un mur en Eretz Israël, de monter en force. Après, je vous passe tous les exégèses, ça, mais c'est pas monter par la force, mais c'est monter en force, monter collectivement. L'alia collective est interdite, ça, c'est le premier serment. Le deuxième serment, c'est que les peuples juifs sont enjoints à ne pas se rebeller parmi les nations vis-à-vis desquelles ils vivent. Et le troisième point, c'est qu'il est demandé aux nations de ne pas trop subjuguer les Juifs, de peur de forcer l'exil, de peur de mettre fin à l'exil. C'est ça le point de... Et c'est le seul texte qui, dans tous les textes juifs qui parle de ça. Donc moi, je ne suis pas religieux, je ne crois pas à ces trucs-là, pour vous dire directement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça la complication qu'il faut comprendre, c'est que c'est précisément parce que c'est une terre particulière d'un point de vue spirituel que la question de la conquête politique est interdite dans le judaïsme. Alors après, on peut dire comme Herzl et Laïc, peu m'importe ces vieilleries, on fait ce qu'on veut. Mais on ne peut pas nier que du point de vue du judaïsme, il y a une complication, et que cette complication-là n'est plus travaillée aujourd'hui. À part dans des milieux tout à fait périphériques, les Haredim, etc., ça a été rappelé. Vous voulez prendre la parole ? Je vais essayer de rassembler mes pensées à propos de... Je voudrais vous parler de Dubnov, parce qu'il me semble, est-ce que je me trompe, j'aimerais que vous me disiez si votre position vis-à-vis de la spécificité juive elle se rapproche de celle qu'avait Dubnov, qu'il a décrit en long, en large dans son livre de sa vie. Il était tout à fait antisioniste, lui, anti-religieux, anti tout ce que vous voudrez, mais il pensait que le judaïsme pouvait s'épanouir comme une espèce de nationalisme culturel à l'intérieur des nations. Alors, bon, moi j'ai énormément d'admiration pour Dubnov, c'est très intéressant de voir comment il retrace les disputes entre toutes les... entre toutes les formes de judaïsme qu'il y avait en Russie à l'époque. Il n'y avait pas 2 juifs qui avaient la même opinion. Donc lui, son opinion, c'était un nationalisme culturel. Qu'est-ce que vous en pensez, d'une part d'autre part, vous faites allusion au Talmud. Alors ça me gêne un petit peu, je ne suis pas très religieux non plus, mais il me semble que le Talmud n'est pas nécessairement normatif, que ce sont des successions, des accumulations de réflexions de sages, de rabbis, qui se contredisent d'ailleurs les uns les autres, et on peut difficilement en tirer une loi. Les lois dans le judaïsme, elles sont dans des codes de loi comme celui de Maïmonide ou du Shulchan Aruch, mais est-ce que du Talmud, on peut tirer des lois et dire non, le sionisme est interdit Je réponds juste à ça. Non, mais effectivement, vous avez raison, on ne va pas rentrer dans l'exégèse, il y a effectivement le statut de loi, etc., mais on peut le dire de manière plus factuelle, simple. Au pire moment de l'histoire juive européenne, pendant l'Inquisition, enfin au XVe, XVIe siècle, il n'y a eu aucun juif pour penser l'idée qu'on puisse retourner en Eretz Israël. Ah si, ça bataille si. Mais non, enfin, ce sont précisément... Prenons le Maharal de Prague au XVIe siècle. Il écrit un livre fantastique, qui s'appelle Netzar Israël, et dans son chapitre 24, il dit « Malgré toutes les persécutions, et malgré la torture, et quand bien même le sang juif coulerait comme de l'eau, c'est son expression, la montée en Terre Sainte est interdite. » Après, quand je dis ça, je ne fais que réciter, je ne cautionne pas, on entendait bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est tout de même intéressant de penser, quand on voit la tragédie de l'histoire des Juifs en Europe, et l'Inquisition, c'était quand même pas rien, que cette idée d'aller collectivement, je ne parle pas individuellement, il y a toujours eu des cas individuels, d'aller collectivement en Terre Sainte, dont on parle tous les jours dans les textes juifs quand on est pratiquant, cette question ne faisait même pas partie d'une possibilité mentale. C'est ça que je trouve intéressant. Il y a une des raisons simples chez les juifs très religieux, c'est qu'ils n'attendent pas le retour en Israël, ils attendent le retour du Messie. Bien sûr, bien sûr. Qui est un préalable. Bien sûr. Alors, je suis étonné que vous insistiez pas sur la dimension actuelle, la complexité de la situation entre l'exil et Israël. Ce sont effectivement deux structures qui fonctionnent ensemble. Israël est financé par une bonne partie aussi de la diaspora. Et la diaspora se reconnaît en partie et se rassure peut-être à tort
de l'existence d'Israël, qui effectivement peut au moins prendre la parole quand existe un événement antisémite grave. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous ne trouvez pas, parce que vous avez insisté sur ce mot de la régénération des Juifs, et c'est précisément les promoteurs de l'émancipation des Juifs qui utilisaient ce terme, que ce soit l'abbé Grégoire et que ce soit en Allemagne avec Bismarck, vers la fin des années 70. Et que ce terme-là présage déjà de l'antisémitisme d'après l'émancipation. Parce que dire que les Juifs ont besoin d'être régénérés, ça donnera ce que ça donnait après, c'est-à-dire la question antisémite, du racisme antisémite. Je vais répondre là tout de suite. Non. Oui, je vais vous répondre parce que vous êtes assez. Alors, effectivement, je crois que si on lit bien ces écrits, la notion de régénération est une notion extraordinairement ambiguë. Bien entendu, elle a été mise pratiquement, elle a rendu un certain nombre, comment dirais-je, il y a eu un certain nombre de progrès historiques qui ont été faits sur cette notion, puisqu'elle a donné lieu à un certain nombre de mesures qui ont été faites. Bon, tout ce que Napoléon a fait est quand même basé, par exemple, sur la notion de régénération. D'un point de vue théorique, il est dans la lignée de l'abbé Grégoire. Enfin bon, il y a eu tout un passage du XVIIIe et XIXe siècle, je ne vais pas entrer dans l'histoire, mais effectivement, bon, il y a eu une vision. Et c'est une vision que vous trouvez d'ailleurs, alors finalement, le premier État d'ailleurs où les Juifs ont une liberté civile à peu près, voilà. Alors, c'est aussi le petit État de Westphalie qui avait été dirigé par Jérôme Bonaparte, où il y avait eu un certain nombre de mesures extrêmement... Voilà. Donc, bon, effectivement, donc, d'un point de vue pratique, il y a eu des avancées de ce point de vue, mais vous avez tout à fait raison. Cette idéologie des Lumières émancipatrice, et toute l'ambiguïté aussi de l'idéologie des Lumières, elle a comporté aussi des éléments, bien entendu, le terme de régénération est un élément qui était aussi un élément d'oppression, puisqu'il fallait effectivement... D'ailleurs, ça a été sans doute la matrice de l'idée que le juif devait s'universaliser. C'est-à-dire qu'il devait être effectivement, et peut-être même de faire disparaître toute spécificité. Donc la question de l'universalisation du juif à travers la pensée des Lumières, c'est un problème également, bien entendu. Voilà, donc je pense que vous avez effectivement raison de le dire. Je crois que cette ambiguïté, d'ailleurs, n'est toujours pas levée. Entre là aussi, il y a une dialectique entre la question de l'universalisation. Voilà. Je voulais juste dire un tout petit mot, parce qu'il a été dit des choses assez intéressantes, mais effectivement, il y a le mot de messianisme, enfin de Messie a été prononcé, c'est assez intéressant parce que, au fond, dans toute cette question d'Israël, du territoire, etc., moi je me pose la question de savoir, au fond, que devient l'idée messianique, qui n'est pas une simple idée nationale, mais qui est une sorte d'idée universelle. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que voilà, ça c'est une interrogation que j'ai en lisant ce livre, puisque, pour un certain nombre de juifs, le messianisme s'arrête avec l'idée nationale, mais en fait c'est pas ça, c'est bien autre chose. Et donc c'est quoi le messianisme pour un juif aujourd'hui? Ça c'est une autre question ouverte que moi je me pose, et à la lecture de ce livre je me la pose encore plus, je dirais. Voilà. J'aurais une question. Oui, mais ça fait un moment que j'attends. Je voulais vous dire. Parlez dans le micro. Oui. Vous parlez d'émancipation, et c'est vrai, l'abbé Grégoire a voulu émanciper les Juifs. Moi, je vous recommande le livre de Léon Pinsker qui s'appelle Auto-émancipation. Parce que tout le monde veut émanciper les Juifs, mais les Juifs peuvent très bien s'émanciper tout seuls. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au départ, les Juifs étaient cantonnés à certains métiers. Et les Juifs n'avaient pas le droit de cultiver la terre. C'était soit des usuriers, soit... donc, ils étaient limités à certains métiers. Donc, le fait de cultiver la terre, je crois que c'est une bonne chose. Et je crois que c'est tout à leur honneur. Mais c'est vrai qu'au départ, les Juifs étaient limités quant au métier qu'ils pouvaient faire. Et Constance Salomon après. J'aurais une question, mais qui revient en fait à la Crimée. Parce qu'après toutes ces pérégrinations, moi ce que j'aimerais savoir, c'est, on revient vraiment à la Crimée cette fois-ci, combien de Juifs y ont vécu? J'ai dit 200 000 environ. Est-ce qu'ils étaient forcés d'y aller? Et compte tenu de tout ce qui a été dit, bon,
il y a beaucoup de gens ici assez âgés qui ont vécu en Russie, en Pologne. Je pense que le Bund, par exemple, est plutôt de gauche. Donc j'imagine que tous les juifs... Plutôt, oui. J'imagine que tous les juifs, que beaucoup de juifs qui vivaient à l'époque en Russie étaient ou mencheviques, ou communistes, ou bolcheviques. Donc comment se fait-il qu'ils ont accepté l'idée d'aller en Crimée, alors que dans le principe même du communisme, l'antisémitisme devait disparaître. Donc le juif devait disparaître dans, on va dire, l'homme nouveau. Donc comment ont-ils pu, enfin les juifs qui sont allés en Crimée, qui étaient ou mencheviques et bolcheviques, comment ont-ils pu accepter d'aller dans un territoire, puisqu'ils vivaient partout, en Pologne, en Russie, enfin dans tous les pays. Oui, ben fais-le. Fais-le. Je vais dire. Il faut dire. C'est un constat que je voudrais faire. Cette conférence est absolument passionnante. Ces trois expériences, on les voit un peu avec nostalgie, mais enfin on sait bien qu'elles ont avorté. Et je dirais que sur le plateau de la balance, il n'y a pas photo. L'État d'Israël a connu un développement extraordinaire. L'État d'Israël est un pays moderne. L'État d'Israël, c'est la start-up, tellement enviée par François Hollande. Donc c'est ça qui, à mon avis, est le plus important. Ce pays, en 65 ans, a fait globalement un miracle, avec des populations venues du monde entier, en tirant l'expérience de ce qui se passait dans les autres pays, les pays du vieux monde, de l'Europe, des États-Unis. Et je crois que, véritablement, il faut regarder les réalités d'aujourd'hui et on peut être fier de l'État d'Israël. Voilà, j'ai une question, puisqu'on entre dans le centenaire de la guerre de 14, et en fait cette guerre de 14 a vu la fin des empires. L'empire austro-hongrois, où il y avait énormément de juifs, l'empire russe, mais enfin qui a été longtemps l'empire soviétique, et surtout l'empire ottoman. Et dans ces empires, la notion de nationalité, tout ça était beaucoup plus flou. Les nationalismes du 19e siècle, qui étaient quelquefois très progressistes, mais bon, il y a des idées qui sont porteurs à la fois de progrès, de limites, tout est dialectique. Donc ça aboutit à un certain nombre d'États-nations. L'État d'Israël est né, c'était le début, avec la déclaration Balfour. C'était les appétits sur l'Empire ottoman ou les rivalités franco-anglaises sur l'Empire ottoman. Donc, et puis, toutes les frontières qui se sont trouvées déplacées, les gens qui ont changé 4 ou 5 fois de nationalité en restant dans le même village. Et la question que je me pose à l'heure actuelle, c'est, on sait que les États-nations sont limités, on sait que les empires, voilà. Néanmoins, les populations sont en tel ou tel endroit. Donc, quid? Par exemple, en plus, on voit, je me dis, il y a eu un dernier avatar de la guerre de Yougoslavie, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, le Kosovo est né. Bon, on peut trouver que ce n'était pas une bonne idée. Moi, j'ai pas. Après, vouloir que le Kosovo n'existe plus, bon. Alors, on en est où? Je vais peut-être répondre à quelques éléments, mais très, très rapidement, parce qu'après, effectivement, on a les points de vue, chacun a ses points de vue. Moi, je n'ai pas à me positionner sur Israël, c'est bien ou pas bien, chacun a son point de vue là-dessus. Sur la Crimée, il faut monsieur là, il faut lire le livre. Je ne peux pas réexpliquer en direct, mais il y a toute une pensée dialectique dans le cas du marxisme qui considère dire qu'il faut d'abord reconnaître la nation pour ensuite qu'il y ait dialectiquement un mouvement vers l'universel. Enfin, l'idée d'appartenir de se territorialiser comme juif n'est pas contradictoire avec l'appartenance au communisme, mais je ne peux pas l'expliquer si rapidement.
Au-delà de la question Israël ou pas Israël, il y a la question du messianisme, ce que moi j'appelle la question de l'exil. Bon. Le point qui m'intéresse, c'est de savoir si aujourd'hui on peut encore se vivre en exil, au sens où l'entendent les textes juifs. Parce que la notion d'exil, elle est tout à fait particulière. La notion d'exil, c'est de vivre sans territoire de rattachement. C'est ça l'exil au sens juif. Or, aujourd'hui, avec la création de l'État d'Israël, l'exil, c'est devenu une diaspora, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme juif non israélien, on se vit toujours, forcément, en référence à l'État d'Israël. On se positionne, on aime, on n'aime pas, on reconnaît légitime l'État, mais on n'aime pas la politique de droite israélienne, etc. Donc ce qui est intéressant, moi, parce que moi je suis psychanalyste, donc ce qui m'intéresse, c'est quand je lis les textes du 19e ou du 18e siècle avec ces juifs qui se vivaient en exil, il faut bien voir que dans leur esprit, ils se vivaient sans terre. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce que ça veut dire. Je pense qu'avec la création de l'État d'Israël, on ne peut plus se représenter ce que ça veut dire d'être juif, c'est-à-dire de se vivre face à un territoire géographique mondial sans point de rattachement. Et aujourd'hui, si on fait un peu d'introspection et on voit la map monde, il y a pareil, quand on pense juif, on pense immédiatement Israël. Donc je pense que d'un point de vue cognitif presque, la question de l'exil est devenue impossible avec la création de l'État d'Israël, peu importe si c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas mon sujet. Mais je pense tout de même que si les juifs ont apporté ce qu'ils ont apporté au champ des idées, je pense que c'est parce que justement il y avait un dégagement par rapport à la tâche territoriale, parce qu'il n'était pas limité par la question de la frontière, parce qu'il n'était pas limité par la question de est-ce que ça c'est mon territoire, est-ce que ça c'est le tien, etc. La circulation des idées allait de soi pour un peuple qui n'était pas limité par un territoire géographique. Donc après, ça ne préjuge pas d'un positionnement vis-à-vis d'Israël, mais je pense que cette question de l'exil est devenue difficile. En tout cas, il ne faut pas confondre l'exil et la question de la diaspora, qui est toujours être hors de la terre d'Israël. Mais donc ça fonctionne comme un rattachement. Dernière question et on va aller se coucher. Oui, en fait, la question que je voulais poser, elle était tout à fait simple. Vous venez de répondre, j'avais levé la main avant, mais parce que le titre de la conférence, c'était être juif avec ou sans territoire, et ma question était comment être juif sans territoire. C'est-à-dire tout. Bon, comme quoi le titre de la conférence n'était pas si mal choisi que ça. Je tiens à remercier évidemment les intervenants, mais également le public. Malgré le côté houleux parfois des débats, l'idée était quand même de discuter et de penser, de réfléchir évidemment. Donc je remercie encore tout le monde. Et je vous invite aussi, si vous achetez le livre, David, je pense, pourra le dédicacer. Merci à vous.